Après un circuit de 1300 km à vélo à travers la France, entre Nantes et Strasbourg, le maire d'hiver droite de Neuilly-sur-Seine, Jean-Christophe Fromentin, et le sénateur du Tarn, Philippe Folliot, ont finalement renoncé, c'était début mai, à présenter leur liste Le Centre aux européennes du 9 juin. On continue sur cette réflexion sur les institutions européennes avec Alain Lamassoure qui nous avait parlé tout à l'heure donc du Parlement, du poids méconnu du Parlement européen. Là, il y a peut-être des choses aussi à revisiter du côté du mode de scrutin, du fonctionnement des institutions et surtout de la manière dont l'électeur se représente ces élections du 9 juin. L'idée pour Jean-Christophe Fromentin, c'était de répondre à l'attente croissante d'un rassemblement du centre droit indépendant, mettant en avant les enjeux des territoires et de la ruralité. Bonjour Jean-Christophe Fromentin. Bonjour. Du coup, vous avez renoncé, c'est pour des raisons financières? Oui, c'était la barrière tarifaire pour les élections européennes est extrêmement haute, hein, surtout pour un candidat indépendant. Et il faut à peu près 800 000 euros pour pouvoir vraiment engager la campagne. Donc on y arrivait pas loin, mais pas suffisamment pour y aller sereinement. Donc on a préféré garder toutes les bonnes idées, les bonnes rencontres et tout ce qu'on a pu tirer de cette campagne, comme vous l'avez rappelé, au cours de laquelle j'ai traversé la France à vélo pour être au plus près des maires et de toute une série d'acteurs que je voulais consulter, interviewer, rencontrer pour donner de la densité et de l'intensité au projet européen. Et donc je garde tout ça. Donc c'est pour moi un héritage et un acquis formidable. Mais bon, les contingences pratiques m'ont amené à renoncer à aller vraiment jusqu'au bout. Il y a moins de listes d'ailleurs qu'en 2019. Il y en avait, je crois, 34 en 2019, 22 aujourd'hui. Oui, je pense que ce sujet de financement est vraiment une barrière à la démocratie, quelque part, hein. Il y a beaucoup de pays qui ont maintenant mis en œuvre un vote électronique qui évite d'avoir acheté. Vous voyez, il fallait commander cette semaine 56 millions de bulletins de vote. Rien que les bulletins de vote, Oui, parce que il y en tout a est pour. matérialisé en fait. Ça n'a pas du Tout- tout évolué de ce point de vue-là, hein. on est vraiment on est assez archaïque dans l'approche du scrutin. Donc les bulletins de vote, oui, c'est des dizaines de tonnes de papier, c'est 400 000 euros de dépenses et il fallait les engager cette semaine et j'étais pas assez serein pour pouvoir le lancer, quoi. Alors néanmoins, ce circuit à travers la France vous a appris beaucoup de choses. Oui, je voulais vraiment sortir, oui, de ces campagnes un peu à l'ancienne où on part de Paris tous les jours pour aller en province, on se met sur une estrade et on fait la morale à tout le monde. Je voulais vraiment prendre mon bateau de pèlerin, hein, entre guillemets, pour traverser la France à 20 km/h, m'arrêter dans les entreprises, chez les agriculteurs, dans les mairies des villages, dans les grandes villes, voir des parlementaires, mais véritablement prendre le temps d'écouter, de dialoguer, de comprendre, de décrypter, d'expliquer aussi ce que je pense être bon pour la France, pour nos territoires et pour l'Europe. Et de ce point de vue, ça a été d'une richesse extraordinaire parce que, parce que prendre le temps, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez. Et quand on le fait, quand on fait l'effort de prendre du temps, on s'imprègne de toute une série de choses qu'on ne voit plus, ou qu'on ne voit pas, et qui permettent de redonner probablement du sens, de la perspective et de l'ambition au débat politique. Mais est-ce que le 9 juin, ça va encore être un débat polarisé, en fait, Macron-Le Pen, par exemple? Or, tout, C'est le tout le risque. monde fait tout pour, tu vois. C'est véritablement une préfiguration très politicienne de 2027. On sent bien que les grands débats européens, même les grandes philosophies européennes. Oui, je me suis arrêté sur mon parcours à Sichazel, à la maison de Robert Schuman. Tu vois. Donc je relisais pendant mon parcours pour l'Europe son traité son message, en fin de compte. Pour l'Europe. Et on est tellement loin maintenant de tout ce qui a fait Mais comment ça se vraiment fait, justement? l'essence du message européen. Et je crois c'est un peu cette cinétique de la vie politicienne, de cette hystérie collective, de ces passions collectives qu'on essaye de stimuler tous les jours parce qu'elles permettent à court terme de faire des punchlines, de faire des coups médiatiques. Et on est malade de ça, que ce soit les européennes, les élections régionales ou des élections nationales. Plus on se rapproche du territoire, plus on a un peu de vérité, plus on s'en éloigne, plus finalement les grandes philosophies sont oubliées, les grands principes, les grandes valeurs sont loin et le contingent quotidien prend le dessus. Hmm. Donc Il y a une c'est la maladie de la vie responsabilité, politique. Jean-Christophe Fromentin, même si ce n'est pas le cœur de notre sujet, il y a une responsabilité médiatique énorme. Alain Lamassoure nous disait par exemple que les chaînes allemandes ont 20 correspondants, les chaînes publiques allemandes, 20 correspondants à Bruxelles. Il n'y en a pas un, il y en a peut-être 5 pour les chaînes françaises. Et TF1 n'a pas un correspondant à Bruxelles, par exemple. Donc tout est traité à l'aune de nos enjeux strictement nationaux. Donc ça, il y a un prisme médiatique qui est tout à fait défavorable. Vous dites qu'il y a aussi le mode de scrutin. Voilà, alors c'est vraiment la grande conclusion de ce voyage. J'y allais avec cette idée qu'une démocratie représentative ne fonctionne pas
s'il n'y a pas cette incarnation du politique là où les gens vivent, au plus près de là où les gens vivent. Et j'étais très surpris de voir finalement cette nationalisation du scrutin européen, puisque c'est un scrutin national proportionnel, hein, de liste, alors qu'il y a quelques années, c'était un scrutin régional, il y avait 9 régions. Et la proposition qu'on fera avec Philippe Folliot dans quelques semaines au Sénat, c'est véritablement de réincarner l'Europe dans le territoire en faisant en France 81 circonscriptions européennes, puisqu'il y a 81 députés européens, une par département, en couplant certains départements à faible démographie, mais de telle manière à ce que dans chaque département de France, il y ait un député européen qu'on puisse rencontrer, qui puisse se rendre des comptes, qui puisse développer la politique européenne, puis qui puisse remonter les attentes du territoire au niveau de l'Europe. Donc, véritablement, une Et que ce incarnation de député, l'Europe dans les territoires. que ce député, Jean-Christophe Fromentin, ne soit pas le même à l'Assemblée nationale. Donc Non, non, ça un pourrait véritable dire député deux, européen. ça pourrait vouloir dire 2 députés. Bah, il y aurait le député de la Circo, hein, Ouais. il y en a 2 ou 3 ou 4, selon la taille des départements, et puis un député européen attaché au département qui s'imprègne des problématiques socio-économiques du département, qui les remonte à Bruxelles, qui explique la politique européenne dans sa circonscription, dans son département, et qui puisse aussi participer à l'attribution des aides européennes dans les départements. Parce que là aussi, le système très jacobin qu'on a en France fait que les aides européennes, elles passent par le prisme de l'État qui les distribue ensuite via les préfets de région. Et donc l'Europe n'est pas visible non plus dans ses outils d'intervention, d'aide, d'accompagnement, de stimulation de nos territoires. Et donc je pense qu'un député européen par département pourrait véritablement à la fois politiquement être l'incarnation de l'Europe, pourrait remonter à Bruxelles les grands sujets qu'il y a et les grands enjeux qu'il y a dans le département et pourrait participer de l'attribution des fonds européens plus efficacement, plus justement, de manière plus affinée sur finalement les besoins des uns et des autres. Et on sait que voilà, dans nos territoires, il y a des besoins extraordinaires en matière d'accompagnement, de stimulation, d'aide et d'ambition à partager. Les effets pervers du mode de scrutin actuel, quels sont-ils? Ben, c'est de donner finalement ce scrutin aux partis pour recaser les chefs à plumes. Vous voyez, c'est extrêmement simple, hein. Vous mettez en tête de liste voilà, les chefs de parti qui n'ont pas envie d'avoir une circonscription, une ville, un territoire à gérer. Et finalement, ben, ils font campagne pendant 6 mois et ensuite ils disparaissent du champ médiatique. On voit bien que ça ne marche plus, que ça crée une forme de défiance terrible vis-à-vis de la vie politique et vis-à-vis, en l'occurrence, de l'Europe. Et quand on se dirige demain vers une part de proportionnelle aux élections législatives françaises, c'est aussi quelque part pour sécuriser l'élection de ceux qui savent que s'ils vont en circonscription pour essayer de se faire élire, ne seront pas élus. Donc on voit bien ce glissement vers la proportionnelle, que ce soit pour l'Europe ou pour le scrutin national demain. C'est un glissement qui vient finalement sécuriser les partis quand ils sentent qu'ils n'ont plus de prégnance, ils n'ont plus d'adhésion sur le terrain. Et c'est pour ça que moi je défends énormément cette démocratie locale, cette démocratie des territoires, parce que notre pays, et c'est pareil pour l'Europe, quand on relit Schuman qui parle beaucoup de la diversité géographique, mais quand on regarde même Saint-Benoît, vous voyez, au 5e siècle, quand il reprend, quand il recrée finalement ces monastères, quand il crée ces monastères à travers l'Europe, c'est véritablement pour répondre à la chute de Rome et à cette espèce de centralisme qui perd son âme, pour redonner finalement à l'Europe, aux idées, aux projets politiques, une réalité territoriale. Donc il y a véritablement, je pense, une crise aujourd'hui du jacobinisme, de la centralisation, qui est une crise de sens, parce que le monde n'est pas polarisé sur quelques centralités mégalopolistiques. Le monde, il se fait dans la diversité géographique, dans la diversité des territoires. Et c'est là où il faut que toutes nos actions politiques reviennent. Et pourtant, la fracture est quand même énorme et elle s'est aggravée, cette fracture entre les métropoles et les périphéries. Par exemple, 20% des Français vivent dans ce qu'on appelle les périphéries, 80% maintenant, ce sont des métropoles auxquelles va l'argent, essentiellement. Oui. Non, c'est pour auxquels ça vont les services publics. C'est pour ça que dans notre liste, dans notre projet aux européennes, on s'était associé, Philippe Folliot et moi. Moi, je suis un élu métropolitain au cœur de la grande ville. Lui avait lancé l'idée d'une liste ruralité pour incarner les grands défis et les grands enjeux de leur ruralité. Et on s'était mis d'accord, on s'était rapproché sur finalement une vision complémentaire des métropoles et des zones à faible densité, et pas sur une vision qui soit une vision en tension ou une cohabitation en tension. Donc voilà, la France, l'Europe a cette formidable atout d'avoir une diversité culturelle, une diversité de paysages, une diversité géographique, une diversité de langues. Et au lieu d'essayer de mettre une toise et de lisser et de stabiliser
d'aplatir tout ça, essayons, et je pense que c'est toute la puissance du projet européen de faire de cette diversité finalement quelque chose d'unique au monde qui nous distingue du système américain ou du système asiatique ou des nouveaux empires. Et donc on a un véritable enjeu politique de fond sur une vision de nos territoires, de notre géographie, qui soit une vision riche et une vision d'avenir et non pas une vision rétrograde. Et du coup, voilà ce qu'on vit un peu en ce moment, c'est une tension vers les métropoles dans lesquelles les gens ne sont pas heureux. Hein. En France, je crois qu'ils sont à peine 10% à rêver de vivre dans une métropole et ils sont 80% à rêver de vivre dans un village. Ça dit beaucoup finalement de ce que le politique doit faire, c'est-à-dire avoir un projet qui permette aux gens de vivre là où ils rêvent de vivre et pas l'inverse. Mais le politique peut-il inverser cette tendance qui est mondiale, de vivre où l'agglutinement vers les métropoles est quand même un phénomène mondial? Alors, c'est un phénomène qui est en plein retournement. Voilà, il se trouve que je fais depuis 2 ans une thèse sur ce sujet à Paris 1, à la Sorbonne, pour finalement démontrer que ça y est, la bascule est faite depuis quelques années. Le Covid a cristallisé cette bascule. Elle est d'ailleurs en partie liée au développement technologique, puisque finalement, vous pouvez vous affranchir de la centralité, de la densité métropolitaine par le truchement de technologies qui vous permet d'avoir accès là où vous voulez vivre à une même qualité de service, ou en tous les cas à vous approcher vers une même qualité d'information et de service. Donc je pense que ce mouvement, il est totalement en retournement. Et quand je regarde un petit peu à travers l'histoire, vous voyez, l'être humain, il est centrifuge. C'est-à-dire que quand il peut s'éloigner de la ville pour retrouver une forme de liberté, de proximité avec la nature, il le fait. Et je pense, moi, c'est ce que je vois dans mes travaux, c'est que ce processus de densification, il est finalement assez récent. Il date de la fin du XVIIIe siècle, au moment où l'industrie avait besoin de concentrer de la main-d'œuvre, et puis après, la financiarisation, le tertiaire, a accompagné ce mouvement. Et je développe la thèse comme quoi ce mouvement est en fin de cycle. Il a démarré à la fin du XVIIIe, il arrive aujourd'hui à échéance, et on a un effet centrifuge, un effet un peu libératoire, où les gens quittent les métropoles et retrouvent finalement dans des villes moyennes ou dans des villages une certaine qualité de vie. Et ça, vous l'avez observé, le retour, parce que honnêtement, Jean-Christophe Fromentin, quand on traverse beaucoup de villages, même en Île-de-France, je l'ai fait justement pour le week-end de l'Ascension, ce qui m'étonne toujours le plus, c'est on croise peu d'enfants, on voit peu de gens dans les rues. Ça, c'est très frappant. Vous allez dans n'importe quel autre pays dans le monde aujourd'hui, vous avez des enfants partout. Alors en France, c'est quand même un signe. En France, ce mouvement est très contrarié par une absence de politique d'aménagement du territoire. C'est-à-dire que quand les gens ont envie de partir, mais que vous leur dites « Ah, si tu as envie de partir, c'est très bien, va où tu veux, mais il n'y aura pas d'école, il n'y a pas de ligne de chemin de fer, il n'y a plus d'hôpital, on déplace la maternité », vous dissuadez et vous contrariez finalement cette envie de liberté, cette envie de nature, cette envie de proximité par une absence de politique d'aménagement du territoire. Et quand on voit les derniers travaux de l'INSEE, on voit une France qui se construit en U, c'est-à-dire les zones qui bénéficient de ce flux migratoire, ce sont les zones littorales, les zones montagnes, toutes ces zones d'attractivité, en gros de la Normandie à l'Alsace, en suivant les frontières du sud et en remontant vers le nord. Et il y a un grand vide qui est en train de se construire du nord, en passant par l'Île-de-France jusqu'au tréfonds du Limousin. Mais ce mouvement, on ne pourra pas reproduire dans les zones littorales une forme de métropolisation. Donc il faudra bien un moment que le gouvernement, que l'État, que le politique prenne en compte cette aspiration spontanée et forte des populations à vivre dans des échelles humaines, à des échelles humaines, et de construire à nouveau une politique d'aménagement du territoire. C'est ce que je prône, c'est ce que je développe depuis des années dans mon projet politique, et je vois aujourd'hui que cette tendance, elle est véritablement dynamique et qu'elle existe. Mais est-ce que l'Union européenne, est-ce que le Parlement européen, est-ce que ces élections peuvent avoir un poids pour aller dans ce sens-là ? Les élections, je ne crois pas, malheureusement, pas dans le débat français, mais l'Europe a clairement un rôle, parce que l'Europe a été construite historiquement sur cette idée de territoire, de culture, de diversité culturelle. Et l'Europe est totalement intégrée politiquement dans ce processus finalement d'ouverture géographique. Alors il y a un conseil de l'Europe des régions, il y a un certain nombre, mais qui sont des entités plutôt consultatives ou périphériques qui ne sont pas centrales. Et c'était un peu l'idée de notre liste, c'est de ramener finalement le territoire au cœur de l'Europe. On disait remettre l'Europe au cœur du village, remettre le village au cœur de l'Europe, parce que cette réalité, elle est forte, cette attente extrêmement prégnante. Il y a une aspiration dans toute l'Europe à retrouver ces échelles humaines. Et encore une fois,
c'est aussi un sens à donner au progrès technologique. C'est-à-dire si la technologie ne nous permet pas d'améliorer notre qualité de vie, la technologie ne mène à rien. On confondra la fin et les moyens. Et ce que je vois dans la technologie, c'est un moyen formidable pour justement libérer les uns et les autres d'une injonction spatiale à vivre dans les métropoles. Et que celui qui veut restaurer une ferme dans la Creuse puisse le faire grâce à des outils technologiques qui ne déconnectent pas d'une forme de modernité. Mais est-ce que ça se traduit, Jean-Christophe Formentin, dans votre idée, est-ce que ça se traduit par une autonomie politique? Autrement dit, il y a des gens qui pourraient vous dire, oui, mais ce que vous proposez, en fait, ça va être le retour des parlements de l'Ancien Régime, où on va avoir des régions qui vont reprendre du pouvoir sur la centralité, justement, la centralité honnie, jacobine, ainsi que vous la décrivez. Et donc, si on doit la traduire politiquement, cette idée, ça veut dire une France qui va éclater en région avec la résurgence des régionalismes, et ça fait très très peur. Alors non, moi je pense Enfin, que ça fait très peur à certains, je en tout pense cas. que ça doit s'organiser, mais moi je suis plutôt pour cette décentralisation. C'est-à-dire que vous avez raison, on ne peut pas avoir une politique d'aménagement du territoire sans avoir un projet politique de décentralisation. Et l'inverse est vrai également. Quand je vois on lance des consultations récemment sur la décentralisation sans avoir de projet d'aménagement du territoire, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que la décentralisation, c'est le politique au service des échelles, d'un choix d'échelle. Mais je plaide, oui, j'ai fait une tribune il n'y a pas très longtemps sur les souverainetés, en disant cette espèce de mot que tout le monde emploie, la souveraineté, il soit se décliner au pluriel. Il y a 3 souverainetés. Il y a une souveraineté territoriale qui est indispensable pour ne pas finalement laisser en friche ses atouts culturels, cet héritage, ces traditions, tout ce que la France ou les pays d'Europe comptent de diversité dans nos territoires. Donc il y a une souveraineté culturelle, territoriale. Il y a une souveraineté, bien entendu, nationale, qui mériterait de se concentrer sur les grandes missions régaliennes dont on voit qu'elles sont toutes en faillite. La santé, la justice, la sécurité, l'éducation. On est en faillite sur toutes les grandes missions régaliennes. Donc, laissons l'État se concentrer sur ces grandes missions. Laissons au territoire une part de responsabilité dans le cadre d'un projet de décentralisation plus fort. Et il y a une souveraineté européenne. Moi, je suis convaincu, même si c'est souvent un peu tabou de le dire comme ça, qu'un certain nombre de nos souverainetés territoriales ou nationales s'encastrent dans une souveraineté européenne. Regardez les défis numériques, regardez les défis énergétiques, regardez les défis économiques et monétaires. On voit bien que notre souveraineté, elle s'encastre dans une forme d'effet d'échelle, de taille critique européenne. La dissuasion nucléaire, vous la partagez? Le siège à l'ONU, vous le partagez? Vous estimez que ce sont des éléments de souveraineté qui doivent être partagés, ça, Jean-Christophe Formentin? Non, je pense que le régalien doit vraiment rester national. Mais si vous voulez, derrière le régalien, il y a toute une série de grands enjeux qui peuvent atteindre notre souveraineté. Quand je parle dans l'enjeu numérique, où oui, on voit bien que notre capacité de capitalisation dans une bourse nationale, française, allemande ou espagnole ou italienne, n'a rien à voir avec les effets de levier qu'il y a dans les mobilisations de capitaux aux États-Unis ou en Chine. Donc notre volonté à faire émerger des grandes entreprises de technologie ou des ETI, elle est totalement corrélée à une capacité de levée de fonds, de capitalisation, de levée de capitaux qui appelle une échelle plus importante que celle de nos pays. Donc, où on se dit, bah, finalement, c'est perdu, hein, on n'arrivera pas à avoir cet effet de levier sur le numérique, sur l'intelligence artificielle, à l'échelle de nos pays, parce qu'ils sont trop petits par rapport aux besoins de financement de ces grands enjeux, alors on laisse aux Chinois ou aux Américains le leadership sur ces éléments-là, où on se dit, non, on préfère avoir une souveraineté européenne sur le numérique, sur le cloud, sur l'IA, etc., en ayant une taille critique européenne qui nous permet de lever les fonds, et lever les fonds à l'aune des besoins qu'il y a dans ces filières. Vous voyez, c'est pour ça que je dis notre souveraineté. Oui, souveraineté numérique, c'est quand même extrêmement important, hein, parce que si demain, tout est logé, toutes nos informations sont logées sur des clouds américains ou d'Extrême-Orient, vous voyez, qu'est-ce qui nous reste comme souveraineté? Si demain, notre dette est détenue par, pareil, des puissances étrangères et d'autres continents, qu'est-ce qui reste de notre souveraineté? Donc ne nous trompons pas de combat. Il y a des grandes souverainetés régaliennes, on les a rappelées, qui doivent rester au niveau national, mais il y a des éléments de souveraineté qui deviennent stratégiques, qui passent par une taille critique incompatible avec la taille de nos pays aujourd'hui. Je reviens à la liste que vous auriez dû présenter. Le centre, aujourd'hui, ça existe, le centre? Alors il y a un grand quiproquo sur le centre. Moi, j'aime beaucoup ce mot centre, mais il est perçu aujourd'hui, un peu à cause du président actuel, comme une espèce de
d'intersection entre la droite et la gauche. Et moi, je ne m'inscris pas du tout dans ce centre qui est une espèce de zone intermédiaire entre la gauche et la droite. Je suis pour cette idée d'être au centre, mettre l'homme au centre, mettre le territoire au centre. Et c'est toute la philosophie de la démocratie chrétienne. Et donc le mot centre, vous voyez, il a été totalement perverti par cette idée d'un entre-deux entre la droite et la gauche, alors que c'est pas du tout ça. La démocratie chrétienne, elle a vraiment posé une doctrine politique extrêmement novatrice qui fait défaut aujourd'hui dans le débat politique, c'est remettre l'homme au centre de chaque décision, de chaque projet, de chaque loi, de chaque directive. Et remettre l'homme au centre, remettre le lieu où il vit au centre, c'est, à mon avis, on parlait tout à l'heure de territoire et de métropolisation. Aujourd'hui, quand on écoute les aspirations des gens, ils veulent que leur projet de vie soit remis au centre aussi, c'est-à-dire qu'il soit la base, le socle d'une perspective politique. Mais qu'est-ce Et que on ça a veut dire, perdu tout Jean-Christophe ça. Fromentin, sur des questions sociétales, par exemple? Qu'est-ce que ça veut dire remettre l'homme au centre? Ça veut dire satisfaire tous ses désirs parce que c'est l'homme qui l'exprime? Comment l'articulez-vous par rapport à des revendications? C'est plutôt l'inverse, non? C'est mettre la vie au centre, vous voyez, et de dire ne tombons pas dans une posture utilitariste qui est un peu la source de toutes ces lois et ces projets de société, et qui finalement met la vie comme un produit qu'on arrête, qu'on stoppe finalement quand il contrarie des injonctions de court terme. Donc remettre l'homme au centre, c'est remettre aussi la vie au centre. Ça ne veut pas dire qu'on résout tout hein, et que tout est facile, mais c'est de dire, voilà, n'oublions pas que l'être humain doit être en permanence au centre. Et aujourd'hui, dans les politiques publiques, l'être humain est plutôt une variable d'ajustement. Vous l'évoquez sur les lois de société, où on remet la vie finalement comme une variable d'ajustement. Bon, on n'y arrive pas, on a du mal à vivre, on souffre, il n'y a pas assez de soins palliatifs, donc finalement, on ouvre cette possibilité d'interrompre la vie. Mais ça va bien au-delà. Ça va aussi dans... on veut densifier les centres-villes, ou densifier les métropoles, quitte à ce que les gens aient un espace vital de plus en plus contraint, où il n'y ait plus d'hospitalité, parce que si vous avez des mètres carrés très limités, vous ne pouvez plus accueillir ni d'amis, ni de famille, etc. Et donc remettre l'homme au centre, c'est à mon avis le grand sujet, la grande ambition politique qu'on doit développer. Redonner au centre sa véritable signification. Merci Jean-Christophe Fromentin d'avoir Merci. été notre invité ce matin. Je rappelle que vous êtes maire de Neuilly-sur-Seine. À bientôt.